les gens me demandent souvent, qu'est-ce que vous faites avant d'enregistrer? Et souvent, Gascon nous fait l'intégrale du 2e tome de l'album du peuple. Puis, c'était bon, c'est bon. Hommage à François C'est bon Pérusse. quand tu le fais. Puis, c'était bon. C'était donc bien bon. C'était exceptionnel, en fait. Puis ce qui est incroyable, c'est que, je trouve que ça se démode pas vraiment, là, même s'il y a des jokes qui sont rattachés à l'actualité qui, évidemment, n'est plus de l'actualité. Puis ce que je trouvais extraordinaire aussi de ça, je sais pas pourquoi on fait chronique culturelle le matin, mais... On devrait toujours commencer avec une chronique culturelle. Tout le monde y trouvait son compte. T'sais. Moi, j'écoutais ça quand je m'en allais au hockey, justement, quand mon père allait me reconduire. Regarde, le lien est là. Il me reconduire au hockey mineur. Puis on riait tous les deux beaucoup, mais pas aux mêmes places nécessairement. Puis quand tu vieillis, c'est... Tu ris aux places où ton père riait. Exact. Là, t'attrapes d'autres blagues, puis tu comprends pourquoi ça fait rire les enfants aussi. Puis... Quand tu te mets à vouloir acheter une guitare, par exemple. Exact, par exemple. Ouais. Puis t'en cherches, il y a des endroits qui en ont plein. Les meilleurs prix, excellent prix, pas cher, meilleur stock en ville. Ne le repartez pas. Donc, c'est ce que je trouve qui est quand même génial de la part de François Pérusse. Qui a toute une carrière là-dedans. Puis je suis en train de lire une genre de bio non autorisé de Jean Leloup. Puis il a failli être son bassiste. Ça, c'est connu. C'est un bassiste. Je me rappelle qu'il y avait eu une mini collaboration, mais ce qu'il raconte, c'est que Leloup est allé le voir pour en faire son bassiste officiel quand sa carrière a commencé à décoller. Là, parce qu'il travaillait dans un magasin de musique là, à Québec. Zéro musique. Je pense pas que ce soit zéro musique. Puis lâche tout, lâche ton stock, on a des contrats, viens-t'en à Montréal, débarque. Puis Pérusse, dans ce bouquin-là, raconte qu'il a pogné des chocottes un peu, puis qu'il s'est dit non, regarde, je vais garder. Ça me dérange pas de faire un gig avec vous une fois de temps en temps, mais je veux pas prendre le risque d'en faire ma vie et tout. Puis finalement, c'est très bien débrouillé. Heureusement qu'il a dit non, c'est ça. Mais on rirait moins s'il avait dit oui. On aurait moins ri. Il me semble que c'est rare dans la vie que ton choix, c'est soit tu deviens le bassiste de Jean Leloup ou tu vas être un humoriste unique, iconique pour la province de Québec dans une sphère très, très précise. T'sais, l'embranchement était de qualité là, pour Pérusse. C'est une bonne intersection. Ouais. C'est bon, ce livre-là? Oui, c'est agréable. Ça revisite, dans le fond. C'est ça, c'est non autorisé, donc le loup n'est pas dedans. Là. C'est sûr que ça en enlève un peu, mais ça revisite sa vie et sa carrière par album, donc en fonction de... Donne-nous donc le titre, l'auteur, l'autrice, puis la maison d'édition, comme si on était dans une vraie émission de radio. On va donner ça la semaine prochaine. Mais sur audio... C'est pas Olivier Magnan qui l'a... Boisvert Magnan? Je pense que sur audio, il y a une... La version comme... livre audio? Non. Non, mais il y a, en tout cas, il y a un documentaire sur le loup. Il me semble qu'il y a question... c'était avec l'auteur de cette biographie, il me semble. Parce qu'ils font ça. Ah oui, c'est ça. C'est bien Olivier Boisvert-Magnan, comme je pensais, qui collabore des fois à Ici Musique et tout. Il a fait une série balado. Là, je m'avance peut-être un peu, mais il me semble qu'il était avec Olivier Arbour sur la série Rap d'ici, qui est aussi sur audio, qui est excellente. Ouais. Jean Leloup, des grands instants de lucidité. Et c'est par album. Aux éditions... J'aime ça faire... Mais moi, j'ai éducation, les malins. Classique. Éditeur Les Malins. Alors, bon. Alors, qu'est-ce qu'il nous disait dans mes cours de communication classique? Il disait, quand vous recevez un auteur, lisez le livre. Ça c'était de base. Puis il fallait dire la maison d'édition. C'est les deux choses que j'ai retenues. Qu'est-ce que tu lis, toi, Marc-Antoine? Lis-tu? Tu reviens de voyage? Avais-tu un livre dans l'avion? Non. Je lis... As-tu regardé un bon film? Mon téléphone. C'est correct. Je suis retourné dans des pantoufles, en quelque sorte, en écoutant un film en regardant. Le dernier film de Clooney et Pitt ensemble. Là. Il s'appelle Wolves. Ah, je sais pas. Oh, comment? Fait que c'est pas très bon, mais comment écoute, ça s'appelle? Wolves. Mais pas Wolves. Ouais. Alors, ils l'ont mis au singulier avec un S. Au singulier avec un S, c'est ça. Okay. Fait que c'est pas très bon, mais en même temps... Ils ont tellement une bonne connivence que c'est toujours sympathique. C'est comme, disons, aller manger dans une chaîne de steakhouse. Par exemple. Mettons. C'est pas toujours bon, mais c'est réconfort. C'est un classique. C'est un classique. Puis texter son collègue pour lui demander comment il doit commander exactement. Parce que Marc-Antoine était à Edmonton vendredi. Moi, j'étais à Montréal. On est des amis. Vendredi, il devait être à Calgary. Calgary? J'étais à Calgary. Oui.
Mais on a tous les deux mangé dans le même restaurant d'une chaîne. Ah. Puis j'ai texté Marc-Antoine pour savoir, parce que la dernière fois qu'on était allés, je n'avais pas pris le... En tout cas, j'avais en tête, je voulais prendre ce que Marc-Antoine... Je voulais manger comme Marc-Antoine mange. Exactement. Je veux manger comme Marc-Antoine. Et ce sera l'extrait qu'on va mettre sur le... Et non, je voulais manger... Non. Ben, peu importe, l'un dans l'autre, ça sera pas... peu importe. Ça me fera pas une belle réputation. Hey, on parle-tu de hockey? Oui. OK, aujourd'hui, du marquage de but secondaire. Que signifient les matchs significatifs et que Mitch Marner ne quitte jamais les Maple Leafs, s'il vous plaît. C'est tellement hockey, épisode 387. Avec vos deux journalistes affectés aux affaires du hockey, M. Marc-Antoine Godin et M. Alexandre Gascon. Bonjour. Salut les boys. Bonjour. Bien le bonjour, messieurs. C'est ce qu'on enseignait aussi à l'École de communication. Bonjour. Je m'appelle Alexandre Coupal. Moi, je pense que Josh, il va venir. Il va nous donner des bonnes minutes à 5 contre 5. Il va être responsable défensivement. Sur l'avantage numérique, on va voir. On va prendre ça. Qu'est-ce que je vois à date? De tout rechanger l'avantage numérique. Moi, j'aime mieux qu'il se concentre sur son jeu à 5 contre 5. Martin Saint-Louis sur le renfort, la cavalerie. Wow. Mais c'était peut-être pas une mauvaise idée de chercher des solutions pour trouver du marquage de but secondaire. Traduction libre de secondary scoring. Parce qu'on a bien vu que ça faisait défaut dans le match contre les Flames. Mais même avant ça, à Edmonton, ça fait combien de temps que cette équipe-là, depuis le retour de la pause, c'est pas mal la premier trio dépendance. L'affaire d'un trio. Ben oui, absolument. Quand ils sont revenus, là, quand ils ont gagné 5 matchs de suite, Nick Suzuki a marqué 13 points. Ça donne une idée à peu près sur 20 buts ou 21 buts, je pense. Oui, c'était alors, tu sais, à un moment donné, c'est important. C'est correct, là, c'est leur premier trio. C'est tout à fait normal que ce soit ce trio-là qui prenne la part du lion. Mais ils ont quand même, Suzuki, Caulfield et Slavkovski ensemble, ont inscrit 56% des points compilés par les attaquants depuis le retour de la confrontation des 4 nations. C'est ça. C'était à propos de Joshua Roy, là. C'était peut-être pas clair là, dans l'extrait. Roy, donc, qui va prendre la place de Beck. On va épiloguer là-dessus abondamment. Pendant de longues minutes. Mais c'est ça. Et ça commençait à... Et j'étais content que quelque chose se passe parce que je me disais, il serait temps que quelque chose se passe. Ben, tu sais, c'est difficile à comprendre pourquoi c'est pas arrivé avant. Là. Qu'est-ce que Michael Pezzetta fait encore dans cette formation-là? Je veux dire, à chaque fois qu'on est contraint à l'insérer, il joue 3-4 minutes. À partir du milieu de la deuxième période, son match est terminé. L'équipe se bat pour une place en série. À la vie, à la mort, manque d'apport offensif secondaire. C'est certainement pas lui qui va pouvoir apporter ça. Kent Hughes dit de son équipe, on veut leur donner ils nous ont prouvé qu'ils méritaient d'avoir la chance de se battre ensemble pour essayer de se qualifier, tout ça. Je comprends que tu n'es pas allé chercher personne pour l'aider, aucune aide extérieure, mais tu peux le faire, tu peux agrandir la maison par en dedans. Là, et puis, c'est très, très difficile à comprendre pourquoi Roy, ou peut-être un autre, mais lui en particulier, là, qui est rendu à 20 buts en 40 quelques matchs dans la Ligue américaine, qui est le premier marqueur de l'équipe et tout, n'ait pas été rappelé avant ou qu'on ne l'ait pas amené comme police de secours dans ce voyage-là. Tu sais, ça fait déjà 2 matchs là, qui sont dans l'Ouest où ils ont marqué 2 buts en 2 rencontres puis qu'ils manquent de soutien. Alors, c'est ce bout-là, là, parfois, que je trouve incohérent avec le reste du grand plan de la direction qui nous explique plutôt bien puis qu'on comprend, puis qui est assez clair. Mais comment se fait-il? Puis on s'est permis de jouer aussi avec Michael Pezzetta longtemps, là, quand Emil Heinemann s'est blessé. Oui. Pendant quelques semaines. Puis c'était toujours la même chose d'un temps de glace famélique. Et pour cause, là, je pense qu'il n'y a plus vraiment le niveau. Alors, ce bout-là, une chance, c'est bien là, qu'il débarque Joshua Roy. Comment ça se fait qu'il n'est pas arrivé avant? C'est vraiment la question que je me pose. Moi, c'est ça. C'est la crainte de rejouer dans ce film-là. Il a suffi que Emil Heinemann se blesse pour que la chaîne débarque complètement. Puis on l'aime bien, Heinemann, mais peu importe le joueur, ça devrait jamais être aussi catastrophique
que d'en perdre un. Et là, avec Dak et Laine... Et Goulet. Oui, on parle juste de l'attaque, moi. Okay. Mais oui, ça aide pas, c'est sûr. C'est ça, il y avait comme pas d'envie de trouver des solutions. T'sais, on dirait que là, c'est Pezzetta est là, on va l'embarquer, puis il va jouer 3 minutes, puis le reste du temps, on va le doubler avec quelqu'un d'autre. T'sais, qui prend vous? Tu dis, Alex, ça a été long, ou enfin en parlant de Roy, mais peu importe, là, mais c'est ça, quand il s'agit d'un rappel comme ça, c'est quoi, à votre sens, dans la situation actuelle, le poids du coach? Est-ce que le coach demande? Est-ce que. Parce que j'ai lu, que je me rappelle pas où, mais que le coach. Ponce ses alignements, ou enfin ponce ses trios en fonction des joueurs qu'on lui donne. Oui, absolument. Mais est-ce qu'il peut dire, hey, je prendrais d'autres joueurs, je changerais peut-être 2-3 affaires? Il me semble que oui. Là. Il me semble que ça fait partie de la relation entraîneur-DG. Ben, il se parle, mais en même temps, c'est pas lui qui va avoir le fin mot là-dessus, parce que si la direction décide de dire, nous, on veut s'assurer que le Rocket de Laval ait le plus de succès possible, que les jeunes joueurs qui sont avec le Rocket puissent permettre à cette équipe-là d'avoir un long parcours en série, puis on valorise ça en ce moment. Si c'est le choix que fait la direction de l'équipe, Martin Saint-Louis n'a pas grand-chose à faire là-dedans. Ouais. Cela étant dit, c'est quand même l'équipe mère, le Canadien, qui devrait demeurer, qui devrait demeurer la priorité dans la mesure où cette équipe-là se bat pour une place en série. Ouais. Avant la date limite des transactions, le Canadien fonctionnait à 21 joueurs. Il fonctionne encore à 21 joueurs. Avant la date limite des transactions, tu pouvais te rendre à 23. Là, tu peux dépasser cette limite-là si tu respectes le plafond salarial. Il y a de la marge de manœuvre pour donner à Martin Saint-Louis des effectifs de meilleure qualité, parce que tu disais plus tôt dans la saison, il a suffi de l'absence d'Heinemann pour que la chaîne débarque. C'est que normalement, ton 13e attaquant, il faut qu'il soit assez bon pour que tu puisses le rentrer à n'importe quel moment, puis que finalement, tu sentes qu'il y a eu un impact. Il y a eu... En fait, la chaîne ne débarque pas, puis ça continue pratiquement comme si de rien n'était. Il faut que ton 13e soit en position de menacer ton 12e. Parce que sinon, si tu te limites à 12 attaquants, puis ton 13e, il y a déjà un gros écart, ça veut dire que la fameuse profondeur de cette équipe-là est très, très limitée. Mais en même temps, peut-être qu'il y a un stigmate autour du fait qu'on a tellement laissé Pezzetta de côté pendant très longtemps qu'on ne voulait pas rappeler un jeune en se disant, mais là, combien de temps il va attendre avant d'avoir son tour? T'sais. Là, la circonstance se prête bien, mais avant la date limite des transactions, quand je disais le Canadien, ce serait intéressant que le Canadien aille chercher de l'aide pour le Rocket, c'est que avoir quelqu'un qui va prendre la place de Pezzetta, avoir quelqu'un que tu peux rappeler au cas où il y a une autre blessure chez le Canadien, il faut que tu puisses obtenir des renforts. Si tu valorises le fait que le Rocket performe en ce moment puis que ça aide tes jeunes joueurs, ben, aller chercher de l'aide pour le Rocket, ça fait en sorte que tu peux aussi rappeler quelqu'un puis que ça fera pas mal à ton club école. Mais la priorité doit demeurer le Canadien de Montréal. Parce que ça a du sens, tout ça, là, mais le Rocket de Laval est premier de la Ligue. Il n'y a comme pas d'inquiétude. Donc, même s'il en perdait 5 sur 6, ils vont participer aux séries éliminatoires. Là. Fait que c'est à se demander un peu à quoi on joue. Ouais. Puis, oui, il aurait pu aller chercher du renfort pour le Rocket, mais Hughes l'a expliqué dans son bilan vendredi en spécifiant qu'il ne voulait pas enlever des responsabilités majeures à ces jeunes. Parce qu'il dit, c'est entre autres grâce à nos jeunes qu'on est dans cette position-là, même si c'est une équipe qui compte sur quand même pas mal de vétérans de la Ligue américaine, là, de qualité, certains. Mais ce sont nos jeunes qui nous ont amenés là ou qui y contribuent, puis on ne veut pas aller chercher un vieux routier, je sais pas moi, Ryan Lomberg qui irait jouer tout le monde pensait dans que la Ligue américaine. Ce serait le retour au bercail de mais à ce compte-là, Belzile. À ce compte-là, sans rajouter un vétéran, si tu amènes Alex Barré-Boulet à Montréal pour prendre la place de Pezzetta puis dire, lui, ça va être notre 13e, puis quand on a besoin de quelqu'un, on peut le placer dans la formation puis il va nous aider. Exact. Puis que tu vas chercher un vétéran qui va aller avec le Rocket, ben si t'en as pas rajouté un, si dans le fond, t'amènes une Barré-Boulet à Montréal. Tu fais de la place, effectivement. Ouais, mais là, tu descends Pezzetta ou tu le gardes?
Tu le gardes. Il y avait 21 joueurs. Ils en ont encore 21. À un moment donné, c'est pas tant important comme c'est ça. C'est pas parce que tu vas chercher 1 ou 2 joueurs que nécessairement ils vont prendre la place de tes jeunes. Là. C'est pas tant important. Ouais. Et dans le scénario où le Canadien, mettons, fait les séries, ben on est un peu à découvert là, parce que déjà, t'as le meilleur pointeur, t'as le meilleur buteur du Rocket avec l'équipe. Il va peut-être en avoir besoin. Il sera pas à Laval. Tu sais, je veux dire, Oui. Mais tu sais, OK, donc effectivement, puis le Laval se trouverait à découvert et tout, mais ça reste que c'est important, mais c'est pas une priorité non plus. Ils sont premiers de leur division. Ils vont participer aux séries éliminatoires. Puis la direction pense qu'ils ont les outils pour faire un bout de chemin. Fait que, je comprends. Là, il aurait peut-être pu aller chercher un gars, un Alex Belzile, peu importe, pour donner un coup de pouce, ça aurait pu. Ils l'ont pas fait. Mais ça ne devrait pas, après, justifier ta gestion de l'équipe haut. Là. Faut pas. Mais là, on se demande pourquoi cette décision-là. Puis là, c'est pas parce que tu as peur que ton club école en perde quelques-unes ou soit dans une moins bonne position que ça va dicter ta conduite. Il faut pas, puis je suis sûr que c'est pas le cas non plus. Joshua Roy il y a une question de nombre de rappels. Hein. Après la date limite des échanges, c'est 4 rappels maximum. Il y en a déjà 2 de fait parce qu'on a envoyé Beck et Dobèche. On les a papiérisés. J'ai lu qu'il y a seulement Dobèche qui est un vrai rappel. Parce que les 2 autres, c'est des rappels d'urgence. Dans le cas de Owen Beck, c'est un rappel d'urgence. Sauf que Pezzetta était disponible. Là. C'est ça qui n'est pas clair dans le truc du Canadien, parce qu'il l'avait rappelé d'urgence parce que Pezzetta était blessé au bas du corps. Mm-hmm. Non, mais c'est pas... Là, il est disponible. Là. Je comprends, mais sauf que lors du match contre les Flames de Calgary, c'est que t'es pas rattaché à un joueur. T'es rattaché à un nombre de joueurs disponibles dans la formation. Fait que il est demeuré sur un rappel d'urgence à Calgary, Owen Beck, en remplacement de Laine et non de Pezzetta. Et puis le Roy est... Alors là, finalement, c'est Roy. Puis là, c'est Roy qui prend la place, entre guillemets, de Laine. Alors, ils font juste se passer le témoin et à partir du moment... Du rappel d'urgence. Exact. Ils jouent avec les règles un peu, là. À partir du moment où Laine va revenir au jeu, là... Le Roy va devenir un rappel régulier. Exact. Puis là, ça va devenir ton deuxième. Il va en rester 2. Donc, le témoin va changer de couleur. C'est ça. Mais Laine, c'est peut-être pour ça là, que, en tout cas, ça c'est un autre débat. Là. Mais bref, donc il devrait être à 2 rappels sur 4 dans pas longtemps. C'est ça. Une grosse grippe. Est-ce qu'on veut se garder une marge de manœuvre? Mais tu sais, généralement, quand une équipe veut rappeler un joueur, là, c'est bien rare que tu arrives, que tu te retrouves coincé puis que tu n'as plus de rappel disponible d'ici la fin de la saison. Il y a toujours une possibilité de rappel d'urgence. Puis n'oublions pas, oui, effectivement, ça c'est vrai. Puis en défense, ça, c'est un autre truc parce que Caden Gooley joue à 6 défenseurs. Oui, ils n'ont pas de 7e. C'est incroyable. Caden Gooley, c'est assez clair s'il revient, ça va être vraiment vers la fin de la saison. Puis si le Canadien est encore dans la course, autrement, on ne prendra pas le risque. Il va revenir seulement si on a absolument besoin de lui dans un moment critique. Mais s'il y a un autre joueur qui tombe au combat, ben là, tu es obligé d'aller piger dans tes jeunes, comme Mailloux ou comme Reinbacker. Fait je trouve que... Ça va vite, non? Ben, c'est parce que c'est une drôle de saison au niveau de l'organisation, dans la mesure où, à Montréal, il n'y a pas beaucoup de profondeur. Tu as beaucoup de jeunes qui sont intéressants à Laval et dans d'autres circuits également. Mais il y a comme un décalage entre les deux. Puis avoir des gars qui sont capables de faire la courroie, le trait d'union. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Mais Barré-Boulay, c'est un bon exemple. Il est le seul. Ben, pas le seul, mais ouais. Puis Laurent Dauphin. Mais est-ce que Laurent, je pense qu'il est sur un contrat de la Ligue américaine. Mais pas sûr qu'il doit. Mais là, je me risque, là. Mais tu pourrais. Est-ce que ça suggère que l'état-major pense pas que ces 2 équipes vont faire les séries? Ces 2 équipes? Ben, il y en a une, c'est sûr, qui va les... C'est ça, moi. C'est une façon... OK, je ne pense pas que ces 2 équipes... Sont l'équipe mère et l'équipe fille. Je sais pas. L'équipe 1, le club et le club école. Je pense qu'ils les ont déjà surpris là, dans la mesure où on était à la début novembre, mi-novembre, puis le Canadien était dernier dans la Ligue. C'était pas tant compliqué là, d'aller chercher, c'est ça, 1 ou 2 joueurs trait d'union. C'était pas compliqué. Non, je pense que c'est juste, on veut voir qu'est-ce que nos groupes actuels sont capables de faire en ce moment. Parce que c'est pas...
on s'attend pas à gagner avec l'équipe mère de cette année. Puis l'autre est en... Je sais pas si on... L'autre est en très bonne position. L'autre, l'équipe, oui. Est en très bonne position. Ils se sont rendus là par eux-mêmes comme des grands. Puis je pense que l'idée, c'est juste de dire, voyons ce que nos deux clubs vont pouvoir faire, vont nous apporter, puis on jugera à partir de là, sans nécessairement chercher un apport extérieur et tout. Fait que moi, ça, j'ai pas en difficulté, j'ai pas de misère avec ça, mais est-ce qu'ils croient que leur équipe va faire les séries? Je sais pas. Ils laissent ça... Il laisse la vie aller. Voilà, suis son cours. Les chances sont pas si élevées là, d'un point de vue purement statistique, donc ils doivent se dire qu'ils les feront probablement pas, mais qui sait? Hein? D'accord. Mais ça s'appelle gagne tes 2 prochains matchs, là, parce qu'ils sont déjà retombés à quoi? 4 points d'une place en série en ce moment? Ils étaient à 1 il y a 2-3 jours. Ça va vite, là. Ouais. Donc, ça, tu peux absolument pas te permettre d'en échapper. Puis si le CH, ce serait dommage que quelques jours après cette décision, ce vote de confiance de Kent Hughes, il enchaîne 3-4 défaites puis qu'il soit déjà sorti. Mais c'était un risque, puis ils étaient prêts à le prendre. Bon, Josh Roy, parce que... C'est mélangeant. C'est ça. Quel Josh? Mais c'est Andy, l'autre. C'est ça. Andy était pas au menu, mais là, j'hésite, mais on va... parlons de Josh avant que j'oublie. Oui. C'est quand même... est-ce que là, j'ai lu... la dernière chance, ou je sais pas, j'ai lu des trucs, là, c'est juste des titres remarqués, là, j'ai pas lu davantage. J'ai pas lu. J'ai pas lu, finalement. Ouais. Mais comment? Joshua Roy, comment? C'est quoi ta question? Voilà, elle est pour toi, celle-là, Marc-Antoine. Ben, pensez-vous? Hein? Toi, Marc-Antoine? Ça, Perlipopette. Penses-tu, Marc-Antoine? Je vais essayer de compléter la phrase. Écoute, je pense que Joshua Roy a une belle opportunité devant lui. Il n'en a pas vraiment profité en début de saison. Il y a eu un mauvais camp d'entraînement. Il y a eu une saison en dents de scie aussi à Laval, malgré des belles séquences statistiques. Le total est intéressant, mais c'est allé... il y a eu des passages à vide. Oui, absolument. Mais là, il est sur une bonne ascension. Exact. Ouais. Il est sur une bonne séquence. Je pense qu'il vient répondre à un besoin. Le Canadien a besoin de marquer des buts. C'était ça le propos de départ, la production secondaire qui faisait défaut. En ce sens-là, il va peut-être rendre un meilleur service que Owen Beck. Mais il y a aussi le fait que ça semble également être fait en fonction de la décision de placer Alex Newhook au centre. Hier, Martin Saint-Louis a dit... ça nous prenait un ailier. Parce qu'on veut utiliser Alex Newhook au centre. Ouais. À la suite de la perte de Kirby Dach, la principale alternative au poste de centre, pour si tu veux avoir un gars qui va générer un peu d'attaque, c'est Alex Newhook. Il faut se rappeler qu'en fin de saison dernière, dans le dernier tiers de la saison, on l'avait vu avec Armia puis Gallagher, puis ça avait donné quand même des résultats intéressants. Ouais. Alors là, c'est une nouvelle chance pour lui. C'est un gars qui s'identifie beaucoup comme étant un attaquant à caractère offensif. Fait que là, il a une chance quand même de pouvoir s'illustrer dans ce rôle-là. Newhook a pris aussi des bonnes habitudes défensives au courant de la saison. Saint-Louis décrivait qu'il a fait un travail analogue à celui que Cole Caulfield a fait la saison dernière. Fait que s'il va chercher de la fiabilité dans son jeu, c'est une bonne chose. Puis moi, je trouve que surtout dans le contexte où on se dit est-ce que Kirby Dach est une solution au centre? Tu sais, jusqu'à maintenant, Newhook n'a pas exactement défoncé les clôtures depuis son arrivée à Montréal, mais je trouve ça intéressant qu'il montre de quoi il est capable au centre. Puis, à tout hasard, sait-on jamais, c'est aussi utile peut-être pour sa valeur, à la grandeur de la Ligue, de démontrer à tout le monde qu'il est capable de tenir son bout au centre. C'est surtout une occasion pour lui. Finalement. C'est pour les deux. Ils sont à des points différents de leur carrière. Mais Newhook, lui, s'il veut s'établir comme un joueur à caractère offensif, puis pas juste à être victime du jeu mollasson de Lainé, puis d'être avec une recrue, puis finalement, à cause de ça, il va jouer 11 minutes. Si vraiment il prend le taureau par les cornes, puis il dit « je vais devenir un peu le driver de mon trio », puis qu'il le démontre, c'est sûr qu'il y a une belle opportunité. Puis Roy, dans un contexte où c'est soit toi, soit Michael Pezzetta,
démontre qu'il faut que ce soit toi. Puis que le Rocket, on peut le laisser derrière, puis que tu es capable de rester impliqué, puis encore là, d'être fiable. C'est vraiment ce qui revient souvent. Quand tu es une équipe qui ne marque pas beaucoup de buts, tu as besoin d'être extrêmement étanche défensivement, puis d'éviter de faire des erreurs qui vont faire en sorte qu'ils vont ouvrir la porte à l'adversaire parce que tu n'as pas le luxe de pouvoir gagner tes matchs 5-4 soir après soir. Alors, ce qu'on regarde, c'est une équipe qui minimise le risque et qui veut s'assurer de jouer serré, puis quand les opportunités vont se présenter, ils vont en profiter. Cole Caulfield va la mettre dedans. Oui. Non, mais regarde, pourquoi pas? C'est ça. Pourquoi pas? Est-ce que, là, aidez-moi, parce que l'an passé, tu y faisais référence, Marc-Antoine, on a vu Newhook dans un rôle de pivot offensif, appelons ça comme ça. Il me semble, Roy a joué avec, il me semble, Roy... Newhook, Armia, ça a été une ligne. Là, de ce qu'on a vu à l'entraînement, ça va être Roy, Newhook, Gallagher. Et il me semble avoir lu qu'ils avaient joué un peu ensemble l'an dernier aussi. Oui, mais ça, il avait joué. Ça me semble très, très temporaire. Là. C'est en fonction de l'absence de Laine. Si Laine revient, Gallagher va retourner sur son trio, puis Pezzetta ne jouera pas. Tu vas avoir un très dangereux trio de Roy, Newhook au centre et Laine, quand même à 5 contre 5. J'ai hâte de voir ce que ça pourrait donner, mais... Joshua Roy, l'année dernière, après son deuxième rappel, je ne sais pas si on pensait que c'était fait. Là, je pensais ça. Mais tu peux dire, peut-être que lui, il pensait ça. C'est ce que j'avais. Josh et moi, on pensait ça. C'est là que je m'en allais, exactement. Josh pensait que c'était fait. Ouais. Et il s'est peut-être pas présenté au camp d'entraînement dans les meilleures dispositions. Ce qu'on entend, c'est que c'est pas tant sur la glace. Non, exactement. C'est une question de maturité, puis on parle pas juste de repli défensif. Là, ça va au-delà de ça. L'été a été agréable, je pense. Là, puis, c'est ça. Il est arrivé au camp d'entraînement en pensant probablement qu'il avait sa place. Sur la plupart des prévisions, il était placé à l'aile gauche du troisième trio. C'est un endroit, l'aile gauche aussi, qui déborde. C'est beaucoup d'attaquants droitiers dans cette équipe-là, donc qui ne déborde pas de talent nécessairement. Alors, ça semblait être fait. Moi, je pense que lui était peut-être un peu convaincu de la chose. Puis le renvoi à Laval, avant même le début de la saison, a été dur. Puis il n'a pas du tout été convaincant quand il a été rappelé fin novembre, début décembre. Alors, c'est certainement pas sa dernière occasion. Là. Je ne sais pas qui titrerait ça pour Joshua Roy. C'est pas ça, là, mais c'est une tendance. Mais c'est un moment charnière, je pense, dans sa carrière pour démontrer qu'est-ce qu'il a retenu, quelles leçons a-t-il tiré du passé, puis est-il un joueur avec une plus grande maturité, puis pas seulement sur la glace. Sur la glace, je pense que oui, il y a une bonne différence. Il y avait un différentiel de moins 17 à Laval l'an passé. Évidemment, ils ont une meilleure équipe, là, mais il est dans le positif cette année. Il est à plus 4. C'est sûr qu'il y a une part de ça qui lui revient aussi. Alors, c'est un peu de tout ça, mais c'est une occasion de prouver, parce qu'il a le talent pour jouer dans la Ligue nationale, puis je pense qu'un peu tout le monde s'attend à ce qu'il fasse partie de l'équipe. Là. Il fait encore partie des plans, à mon humble avis. Mais on l'avait comme un peu oublié. C'était Pezzetta, puis Raphaël Harvey-Pinard qui est venu jouer un match. Puis avec l'avènement d'Heinemann aussi, ça l'a un peu relégué plus bas dans la hiérarchie et tout. Alors, c'est vraiment une occasion importante pour lui. Là. C'est pas la dernière. Il n'a que 21 ans. C'est sa deuxième saison professionnelle. Mais ça reste un moment... La porte est ouverte. Là. Ça reste un moment important. C'est une belle... Puis, Saint-Louis disait ça il n'y a pas si longtemps, plus tôt dans la saison. Tu n'en auras pas 1000 des chances, peu importe qui tu es. Là. Puis quand la porte s'ouvre puis que tu as le pied dedans, arrange-toi pour qu'on se souvienne de toi puis pas échapper le ballon trop souvent. Mais la majorité des espoirs, quand ils sont dans la Ligue américaine, ça va leur prendre 5 ou 6 rappels avant de s'établir. C'est rare, les gars qui sont rappelés une seule fois, puis boum, c'est réglé. T'sais. Fait que... Il y en a déjà un quatrième. Oui. Il y en a eu 2 l'année passée? Il y en a eu 2 l'an passé. Oui, c'est ça. Puis t'étais bon, parce qu'effectivement, Armia et Newhook ont été ses coéquipiers la saison dernière les plus fréquents, de loin. Oui, c'est ça. Hein? C'est ça. Il a joué un petit peu avec Sean Monahan, mais c'était vraiment avec Newhook et Armia. Fait que c'est une belle opportunité. C'est un gars qui a ce qu'il faut, mais ça lui revient. C'est à lui de vouloir suffisamment. C'est ça. Là, je devine que vous allez me dire, moi, pas sûr, ou une affaire, une variation sur ce thème-là, mais dans cette quête, dans cette grande recherche pour trouver un joueur de centre pour piloter le deuxième trio, appelons ça comme ça, est-ce qu'on n'a pas discarté Newhook rapidement? Ben,
Non, il n'est pas discarté. Je pense qu'on n'a pas grande foi en sa capacité d'être le moteur offensif du deuxième trio. Là. Pas qu'il ne peut pas jouer au centre, mais je serais très surpris que la direction se dise ça ne marche pas vraiment avec Kirby Dach. Hughes l'a un peu dit d'ailleurs dans son point de presse. Là, il n'a pas jeté l'éponge, pas jeté la serviette dans son cas, évidemment. Il ne l'aurait pas dit, mais il n'y a pas autant d'informations dans son cas que ce qu'il aurait voulu. Pour ce qui est de Newhook, je pense qu'ils en ont de l'info. Là, et peut-il, je serais très surpris qu'on envisage de mettre Alex Newhook comme réponse au problème de centre du deuxième trio. Il pourrait très bien être celui de troisième. C'est de voir si c'est un joueur de centre, en fait. T'sais. C'est plus ça. Puis pour lui aussi, c'est un gars de 14-15 buts dans la Ligue nationale. Ça s'enligne encore pour être ça cette année. Lui aimerait bien faire partie d'un top 6. Il le répète souvent. Il se voit comme ça, mais à date, il ne l'a vraiment pas prouvé. Puis il commence à se faire tard un peu. Là. Tranquillement, il risque d'être étiqueté plus comme un gars top 9, un joueur de troisième trio. Mais ce serait une très belle chaise pour lui là, que d'être le centre de ce troisième trio-là. Fait que, là, évidemment, le Canadien a besoin de buts, a besoin d'attaque. Donc, c'est sûr que s'il contribuait, ça aiderait le CH à essayer de se qualifier. Mais essentiellement, c'est peut-être de voir s'il peut être le centre de troisième trio fiable de cette équipe-là. Donc, ça veut dire, oui, contribuer à l'occasion, mais surtout être un vrai bon joueur de centre qui te fait pas mal, qui est responsable, puis qui peut faire le travail. Puis ça, il l'a pas prouvé. Fait que c'est là que ça se joue, je pense. Et que la quête se poursuive. Parce que cet été, ils vont remodeler leur ligne de centre. Ouais, OK. Un petit mot sur Vancouver, peut-être, puisqu'ils sont là ce soir. Les Canucks. C'est l'équipe, c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde. On va dire c'est une bonne saison, saison catastrophique. C'est quand même spectaculaire. Hein? Cette année, c'est un roman savon, mais c'est souvent un roman savon à Vancouver. Ça fait plusieurs années. Oui, ouais. C'est une drôle de place. C'est le Pacifique. Ah, c'est ça. Hein? C'est l'air frais des montagnes et du Pacifique. Il neige pas vraiment. C'est plein de courants chaud-froid. Ouais, non, mais écoute, ils sont encore dans la course. Ils ont... moi, ce que je retiens, c'est que tout récemment, les gens s'attendaient à ce que Brock Besser soit échangé ou bien signe un nouveau contrat avec les Canucks. Et puis, son directeur général a fait, vous voyez l'autobus qui est là? Alors, on va prendre notre ailier et on va le mettre en dessous. Parce que là... Il a été dur, hein? Oui, Patrick Allvin qui est allé dire si vous saviez la qualité des offres que j'ai reçues, vous n'en reviendrez pas, vous sortiriez de la pièce. Une autre façon dis-moi, il va falloir que je sorte de la pièce, je pense, ou quelque chose comme ça. Ouais. Une autre façon de dire, il n'y a personne qui s'intéresse à Brock Besser. Ah, OK, je pensais que c'était le contraire. Non, parce que sinon, il l'aurait échangé. OK. Mais il y a rien... piètre qualité des offres. Ben oui, il n'y a rien reçu d'intéressant pour ses services. Fait que, honnêtement, aller dire ça sur la place publique... C'est épouvantable. Pour la relation entre un directeur général et son joueur, c'est pas idéal, surtout dans un contexte où on considère ce qui vaut la peine d'être prolongé, de le garder. De nouveau. Ouais. Fait que ça, c'est l'un... On a parlé abondamment plus tôt dans la saison du rififi entre Elias Pettersson et JT Miller. Ça a été une autre partie du roman savon. C'est pas une saison facile pour Rick Tocchet et les Canucks. Non. Mais c'est une belle... on voulait des matchs significatifs, c'en est un. Ce qui est terriblement inquiétant pour les Canucks, c'est le rendement d'Elias Pettersson. Là. Ouais. Il connaît la pire saison de sa carrière. De sa vie. Oui, de loin, alors qu'il amorce un contrat de 8 ans à plus de 11 millions de dollars. Ils ont fait un choix entre leurs deux, les deux coqs, là, entre Pettersson et JT. Tête forte. Jonathan Tanner et puis... Est-ce que c'est Jonathan Tanner, oui, JT Miller? C'est bien. Alors, Jonathan Tanner a été échangé. Ouais. Donc, ils ont fait leur lit, puis là, il faut se coucher dedans, puis à date, ça se passe pas super bien. Et c'est vraiment très, très inquiétant parce que même après l'échange de Miller, le nom de Pettersson revenait dans les conversations pour
pour un potentiel échange. Tu sais, c'est arrivé, il y a eu des rumeurs autour de lui. Donc là, tu te dis, waouh, c'est ça. Oui, parce qu'il il n'a pas suffi du départ de Miller pour réveiller Elias Pettersson. Ça n'a pas réglé le problème. Non, je comprends. C'est la glace, en tout cas. Non, mais tu te dis peut-être que cette année, ça marchera pas. Il est juste pas là, mais on va attendre un peu, puis l'an prochain. Tu sais, il me semble que quand tu n'échanges pas tes 2 premiers centres en l'espace d'un mois, 1 mois et demi, en te disant, bon, il ne s'aimait pas, puis là, ça va pas bien, puis c'est le rififi à Vancouver. On en échange un, puis là, on va échanger l'autre. Ce serait un sabordage magnifique. Alors, ce qui m'étonnait, c'est qu'une fois que tu as pris ta décision, ben là, vis un peu avec. Dis-toi pas, coudonc, finalement, ça ne l'a pas réveillé. Il ne s'est pas mis à compter 2 buts par match. Peut-être qu'on va l'échanger lui aussi. C'est vrai que c'est souvent un roman savon, là, puis les partisans là-bas sont très, très passionnés. Je pense que c'est pas un marché où c'est facile d'évoluer. Et on dit de Pettersson que ça lui rentre dedans pas mal, justement, ça. Là, c'est une spirale, négative. Là. Il n'y a pas l'épaisseur de la peau, pas beaucoup de cordes. C'est pas beaucoup de gens qui l'auraient. Non, exact. Puis on le blâme pas ni rien. Mais non, je dis pas non plus qu'il n'y a pas ses torts. Peut-être qu'il y a moins la personnalité pour pouvoir s'épanouir dans ce genre de marché-là. Pourtant, il l'a fait par moment. Mais si tu regardes son rendement, il y a quoi, 12 buts, je pense? 12 buts en 57 matchs. C'est très, très inquiétant. Là. C'est supposé d'être... en même temps, ça arrive une mauvaise saison. Là. Cette équipe-là... Oui, mais à partir du moment où il a signé son contrat, la saison dernière, là, son rendement, du jour au lendemain, son rendement a piqué du nez de façon folle. Parce que c'est la 2e année de ce nouveau contrat? C'est la première année, mais la signature, juste avant la date limite des échanges. Okay. L'année dernière, il y avait des rumeurs qu'il l'envoyait à Boston. En Caroline. En Caroline. Juste avant la date limite des échanges, ils lui ont offert une prolongation de contrat de 8 ans. Et à ce moment-là, et à partir de là... Ça a piqué du nez et il a pas été bon en série, même si les Canucks ont connu un très beau parcours. C'était pas vraiment grâce à lui. Puis je recherchais les chiffres rapidement, mais j'ai pas eu le temps là, de trouver. Mais les Canucks, c'est l'équipe de Quinn Hughes. Puis je sais pas si tu arrives à trouver les chiffres en même temps, mais quand Quinn Hughes est sur la glace, c'est une équipe dominante qui contrôle le jeu, les chances de marquer, le nombre de buts. Et quand il n'y est pas, c'est une mauvaise équipe qui se fait dominer partout. Okay. C'est aussi simple que ça. Okay. Alors, la saison dernière, puis je pense que ça va être la même tendance cette année, je n'ai pas calculé, mais la saison dernière, en termes de joueur qui est présent sur la glace pour un but de son équipe, Quinn Hughes avait le plus haut pourcentage parmi tous les joueurs de la Ligue nationale. Alors c'est ça, c'est une équipe très compétitive quand il est sur la glace, puis c'est assurément pas une équipe de série quand il n'y est pas. Alors, il fait... C'est pour ça qu'il joue beaucoup. C'est ça. Quand on parle de le joueur le plus utile à son équipe, là, Quinn Hughes. Ben, il y a une saison de calibre Trophée Hart, là, je trouve. Là. Donc, enfin, on verra si c'est dans le plan de match du Canadien. Les Canucks de Vancouver. Qui sont quand Quinn Hughes est là, on prend ça relax, mais dès qu'il débarque, là, on clenche. C'était pas tant une question, cette fois-ci. Ben, de toute façon, c'est jamais une question du public. Hein. On l'a bien établi. C'est une question au public. Et là, aujourd'hui, c'est rien. C'est même pas rien de ça. C'est plus comme on utilise l'impératif. Alors, c'est une demande au public. Une injonction. Soit la figure 1. Vas-y. Est-ce que j'ai une petite coulisse de sang qui est au bout de la narine? Il ne faut pas de Je comprends pas. Donc, on a demandé via les réseaux sociaux de Radio-Canada Sport composer un deuxième trio pour appuyer celui de Nick Suzuki à l'attaque. Pourquoi pas? Hein? On peut s'amuser un peu. Que les gens ont mis
McKinnon, Crosby et Jean Reinhardt. Béliveau, Lafleur, Gretzky, on a eu tout ça. Ça ferait un bon deuxième. Ça ferait un bon Et elles ne sont pas incluses dans ces réponses. Martin, sur Facebook, le spécial Godino, c'est tout ça. L'aîné Beau Horvat, acquis cet été, et Demidov. Mais, Marc-Antoine, tu peux te défendre tout de suite. Il y a quelque chose qui cloche sur ce trio. C'est pas tout à fait le spécial Godino. Non, c'est pas le. Ben non, mais tout d'abord. Je pense pas que Patrick Laine fait partie de ton spécial. C'est ça. Non, c'est ça. Puis évidemment, Horvat, ça reste... c'est pas fait encore. C'est pas fait. C'est loin d'être fait. C'est pas fait encore. C'est loin d'être fait. Je sais que je l'ai claironné, mais il y a plusieurs options intéressantes sur le marché cette année pour le Canadien. Mais puis je sais même pas si Plusieurs? Ben, quand même. En fait, c'est que il y a des candidats qui sont intéressants, mais c'est tous des candidats qui sont difficiles à déloger de là où ils sont. Ben oui, c'est ça. Alors, mais le Canadien, je pense, va avoir des atouts intéressants à sa disposition pour pouvoir essayer de convaincre une autre équipe. Mais, tu sais, Horvat, il faudrait que les Highlanders décident de reconstruire. Il faudrait que lui lève sa clause de non-échange. Fait qu'en partant, t'as deux grossis. Okay. Fait que, c'est ça. As-tu d'autres... T'es pas obligé, là, mais tu dis qu'il y a plusieurs options intéressantes. Veux-tu nous Sam Bennett. Non, ben sur le marché des transactions. Des transactions, écoute, moi, je me pose la question à propos de Mason McTavish à Anaheim qui va être... en fait, il arrive à la fin de son contrat d'entrée. Je me dis, est-ce que c'est le genre de gars qui pourrait être disponible via une offre hostile, par exemple? Parce que les Ducks ont énormément d'espace sous le plafond salarial. Ils ont relativement une jeune équipe. Par contre, Pat Verbeek est un féroce négociateur. Puis à un moment donné, s'il se dit, on évalue que ce gars-là vaut X, mais que tu lui offres Y, est-ce que dans le fond, tu forces la main des Ducks? Tu sais, Mason McTavish, il est beaucoup plus jeune, là, mais il me semble que c'est un gars qui a du chien et qui serait parfait dans ce rôle-là. Les Ducks, je ne sais pas si vous avez vu le texte de The Athletic avec le film Les Mighty Ducks avec Emilio Estevez. Oui, on l'a vu. Le texte de The Athletic. C'est ça? Emilio Estevez. Oui, mais Joshua Jackson. Je connais pas les autres. Acteurs. Le bon joueur, là, le jeune. Là. Charlie Coyle, non. Non. C'est pas Joshua Jackson. Mais c'est qui Joshua Jackson? Ben, c'est un acteur. Non. Ben là, est-ce qu'il a joué dans autre chose? Eh oui. Bon, Marc-Antoine, c'est le temps. Tu peux Joshua dire. Je peux parler d'hockey, là. Bon, mais c'est ça, on parle d'hockey. C'est à cause de tout ça. C'est toujours de ma faute. C'est une digression à cause de toi. Les Ducks, avez-vous lu le sondage des agents de The Athletic? Oui, absolument. Bon. Ils ont... Les Ducks sont passés à la moulinette là-dedans. Le bureau avant. Le front office, la direction des Ducks. L'état-major. Où les agents disaient c'est terrible négocier avec eux, avec Pat Verbeek, avec Jeff Solomon, qui est l'adjoint là-bas. Ils tracent une ligne dans le sable qui est parfois complètement... Ce sont des propos d'agents, là, qui est parfois complètement irrationnel. Ils n'en démarrent pas, ils ne bougent pas. Et ce sont des échos qu'on a depuis un certain temps en provenance de cette organisation-là, qui est peut-être pas géré de main de maître. Là. Le propriétaire est très peu impliqué aussi, il garde un bras de distance. Puis Verbeek, c'est ça, pas la meilleure des réputations. Là. Un peu une réputation aussi il y a l'aspect de négociation qui est difficile, mais un peu à la Ron Hextall, de travailler, de s'isoler, d'être en silo, de très peu communiquer avec le monde qui l'entoure. Pourtant, il y a des gens de qualité là-bas. On peut penser à Martin Madden. Absolument. Alors, est-ce qu'un gars comme Mason McTavish pourrait être disponible? Je veux dire, il me semble que si j'étais à leur place, ce serait un des derniers que j'échangerais. C'est sûr. Mais on a vu plus fou. D'ailleurs, les Canadiens, je pense qu'ils ne sont plus attachés à l'idée d'aller chercher Trevor Zegras, mais ils ont voulu le faire jusqu'à l'année dernière. Puis c'est passé très, très proche pendant le repêchage. Là, on était à Paris, d'ailleurs, puis il y a un site, un quelconque site là, d'agrégation de contenu ou je ne sais trop, je me rappelle plus lequel, là, c'est pour ça que je le nomme pas, qui avait dit que c'était au mois d'août, début août, qui avait dit que ça s'était passé très proche au repêchage que Zegras soit échangé aux Canadiens contre un choix de premier tour et Logan Mailloux. Puis, comme c'était pendant les Jeux olympiques, j'avais même pas vu passer ça. Donc,
Mais je le dis, c'est pas nous autres qui l'a dit en premier, mais c'est rigoureusement vrai. Là. Ce que j'ai su par la suite, c'est qu'effectivement, il y avait une option pour le Canadien. Logan Mailloux est le deuxième choix de premier tour qui est devenu Michael Age, après une autre transaction pour s'avancer, qui était 26e au départ. Ce choix-là et Mailloux passaient à Anaheim. Et c'est Kent Hughes qui a fait avorter la transaction quand ils ont repêché Ivan Demidov. Ah, OK. Parce qu'il voulait aller changer. Il n'était pas convaincu que Demidov allait être encore disponible pour eux. Et il voulait aller chercher du talent offensif. C'est bien bon, cette histoire-là. Il voulait aller chercher de la création, de la créativité. Là, Zegras joue surtout à l'aile. Corrigez-moi si je me trompe. Oui, beaucoup à l'aile. Mais alors, donc, quand ils ont repêché Demidov, Hughes a fait tomber le projet. Plus besoin de ça, Zegras. Et bien sûr, McTavish avant Zegras. Hein? À choisir. C'est même pas proche. À choisir. Même pas proche. OK. Hey, c'était bon, ça. C'était bon, ça. On a demandé, donc, je vous rappelle que nous sommes toujours dans le segment La commande au public. On a demandé composer un deuxième trio pour appuyer celui de Nick Suzuki à l'attaque. Nathalie sur Facebook. Je ferai la même chose que Saint-Louis parce que je n'ai pas la prétention de connaître son métier plus que lui. Ah, Nathalie. Est-ce que c'est une petite pointe, ça? Mais c'est tout à fait valable comme réponse. Puis nous autres non plus, on n'a pas cette prétention-là, mais on aime ça, la rigolade. Pete, sur Facebook, j'irai chercher Taves, car il veut revenir avec Demidov et Lainé pour l'an prochain. On n'a pas parlé de ça, Jonathan. Allez jouer à Winnipeg, Jonathan. Ah, ouais, c'est ça. Je pense que s'il revient, s'il réussit son retour au jeu puis qu'il réussit à convaincre les équipes de la Ligue nationale qu'il est encore de calibre, à 37 ans, je pense qu'il va essayer d'aller gagner une Coupe Stanley ou s'aligner avec une équipe de qualité. Je suis pas sûr que le Canadien soit une option très, très attrayante pour lui. Puis c'est ça, pourquoi ne pas un retour au bercail? C'est ce qui semble être... ça ferait une bonne histoire. Une bonne histoire. Winnipeg, ça serait magnifique. Et ils ont une très bonne équipe. Oui, c'est ça, ils peuvent aspirer à la Coupe Stanley, ou du moins... Daniel sur Facebook, Newhook au centre, Roy à gauche et Lainé à droite. Oh, ça sent la prophétie. Ça sent le gars qui répond à la question à court terme. C'est pour cette semaine, je pense qu'il risque d'avoir raison. Oui, mais c'était pour cette semaine, la question. Si la satanée grippe peut lâcher notre ami Patrick, parce que là, elle s'acharne. Une grippe... oui, c'est pas la première grippe. Mais en plus, c'est une grippe qui n'est pas si contagieuse, parce qu'il y a juste lui. C'est comme ça se propage pas dans le vestiaire. Il touche peu. Donc, il n'y a pas de gouttelettes. Coudon, étais-tu là pendant la pandémie? Hey. Deux petites dernières sur le Gram. JB Milo, 1er juillet, Sam Bennett, deuxième centre. Ça non plus, on n'a pas passé. On va avoir le temps d'en reparler. Okay. Et Monstre de Chila, Lainé, Beau, Horvat, Demidov, le spécial Godino. Tu vois, ça vient. Deux fois. C'est en train de devenir une chose, le spécial Godino. C'est une chose. Ouais, apparemment, dans les comptoirs de fast-food, les gens le demandent. C'est ça. Je vais prendre un spécial Godino. Tant que c'est pas une guédille, ça serait... toute dégoulinante. Ouais. Un bon Sloppy Joe. Sloppy Godino. OK, deux trucs de l'extérieur de Montréal pour compléter. D'abord, comment ne pas... Moi, je suis Mitch Marner signe ailleurs. Qu'est-ce qu'on va faire? De quoi on va parler? À chaque année, on a, écoute, 3-4 segments sur... Hier, il y en avait Mitch, des papiers, là, dimanche. Puis et les livres. Il y en avait du papier sur Mitch, là, dans la presse torontoise. Mais ils veulent le garder. Brad Trevelyan l'a dit. On veut le garder, on veut le changer. Traveling. Et puis Alvin, j'ai de la misère aussi. C'est Alvin? Alvin. Ça, c'est Alvin et comme les Alvin Chipmunks. et les Chipmunks. C'est pour ça que ça me... C'est la même chose. Patrick Alvin, donc le DG des Canucks, et Brad... Traveling. Comme au cinéma. Non. Treliving. Bon, mais c'est Gascon. Ben oui, je je fais exprès. Oui, mais regarde, fais pas exprès, j'ai pas les moyens. Donc, Brad qui a dit non, on veut le garder. On veut le garder pour longtemps. Mais avant hier, on l'échangeait contre un gars qui n'était pas signé, ou du moins contre un gars qui pouvait s'en aller aussi. J'entends Mikko Rantanen. Fait que c'est ça. Pensez-vous qu'il va? Il restera pas. C'est fini. Non, je pense pas. Je pense qu'il y a encore... Ouais, mais là, comment? Tu resterais, toi?
Tu resterais là? Oui. Ben oui. Ben écoute, en même temps, lui, il a toutes les cartes dans son jeu. C'est lui qui a décidé de faire de ne pas ôter sa clause de non-échange. Ouais. En partant, c'était... C'est ça. Pour ceux qui ont... C'est ça. Donc, l'histoire, c'est que on avait une entente sur la table, Mikko Rantanen contre... je ne sais pas s'il y avait une entente, mais il y avait quelque chose qui était exploré en ce sens-là. Assez pour qu'on demande à Marner de lever sa clause de non-échange, ce qu'il a refusé de faire. C'est ça. Excuse-moi, je veux juste... Alors, ça a fait en sorte que les discussions n'ont pas pu aller plus loin. Je pense que tout ce que Marner fait, c'est faire valoir ses droits, c'est tout à fait légitime. Après ça, est-ce que ça brouille à tout jamais la relation entre lui et les Leafs? Je pense pas, parce que il veut quand même rester à Toronto. OK. Et puis, il s'agit juste d'avoir le bon prix. Puis, ben, si les Leafs renoncent à Marner, ben, il faut qu'ils se servent de bord puis qu'ils trouvent quelqu'un qui va être aussi bon que lui, puis ça va être plus difficile à faire. Tu sais. Alors, en ce sens-là, je pense qu'il y a quand même une communauté d'intérêt. Il y a des chances qu'ils aillent sur le marché des joueurs autonomes, mais de là à dire que c'est fini, non. OK. Moi, c'est juste qu'à sa place... Ben, la nuance, c'est que c'est pas les Leafs qui l'ont offert aux Canes, c'est les Hurricanes qui ont demandé. OK. C'est une bonne nuance. Il y avait été question de Matthew Knies aussi, à un certain moment. Bon, alors, c'était les demandes des Canes, tu sais. Ça reste que tu es allé voir le gars, pareil, pour lui dire... Est-ce que ça pourrait se faire? Puis la réponse a été non. C'est sûr que c'est pas flatteur, là, on s'entend. C'était pas supposé sortir non plus. Ça a coulé. C'est ça qui devient un petit peu plus peut-être dommageable pour la relation. Ça s'est quand même passé, là. Oui, exact. Alors, est-ce que c'est irréconciliable? Comme Marc-Antoine, je pense pas. Est-ce que ça crée une brèche dans la relation? C'est possible. Ultimement, il y a juste une chose qui va garder Marner à Toronto, puis c'est de l'argent. Ouais. Puis, je sais pas, moi, un peu d'amour. Sont-ils capables? Il y a une autre chose aussi, du succès en séries éliminatoires. C'est ça, ça vient avec ça. Ça, c'est du point de vue de l'équipe. Oui, mais du point de vue de Marner, il va être payé à sa juste valeur. C'est ça. Mais sa juste valeur, à mon sens, là, dépend de son succès en série. Un petit peu. Tout le monde voit que c'est un excellent producteur de points en saison régulière. Je pense qu'il y a encore... tu sais, pour qu'il aille chercher... qu'il rentre là, dans la braquette là, du 13-14 millions là, par année. Mais à ce compte-là, Matthews l'a-t-il prouvé? Je pense que oui. Oui, mais c'est quand même un... quand même un buteur... non, mais à la grandeur de l'équipe, ils ne l'ont pas prouvé, mais c'est quand même un buteur générationnel. Leur meilleur joueur en série depuis le début de ce quatuor-là, cette ère-là, c'est William Nylander. Les quatre gros. Les quatre gros, oui. On les appelait les quatre gros. C'est Nylander... par un bon pied. Mais Matthews a eu ses moments. On n'a jamais dit de Matthews qui disparaissait en série. Il ne produit pas du tout à la hauteur. Moi, Matthews, j'ai développé un respect autre, surtout à cause de son jeu défensif en série, que j'ai découvert. Je ne peux pas dire là, que Marner m'a épaté, peu importe le domaine, là. Non, il disparaît pas. Il produit pas autant qu'en saison, mais il n'y a quand même pas de si mauvaises statistiques. C'est vrai que Marner a été décevant, mais en même temps, on a vu ce qu'il a été capable de faire à la Coupe des 4 Nations, où il a été plutôt très bon là, par moment, particulièrement dans le dernier match. Mais il a aussi marqué le premier but gagné en prolongation contre la Suède. Donc, c'est pas... De toute façon, il s'en va à Tampa Bay, hein? C'est ça. Oui, c'est ça. Vous l'aurez... Vous l'aurez entendu ici. C'est écrit dans le ciel. Non, mais il va falloir... C'est important pour lui de ne pas être payé moins, je pense, que beaucoup moins qu'Auston Matthews. Il se voit dans cette catégorie-là. Il dit, pourquoi moi... j'accepterais un rabais maison là, parce que je suis un petit gars de la place, puis c'était mon équipe, puis je veux jouer ici, puis tout ça. Pourquoi moi je le ferais alors que les autres le font pas? Puis c'est tout à fait légitime comme argument. Puis ce qui est dangereux quand tu te rends aussi loin, succès ou non en série, d'après moi, il va se faire payer très, très cher s'il se rend sur le marché des agents libres, là, parce qu'en plus, Rantanen n'est plus là. Oui, c'est lui le meilleur. De loin, là, c'est même pas comparable. Donc, puis avec l'augmentation prévue du plafond salarial, ça va faire la file. Là. Donc, il va l'avoir, son 13 millions, je suis sûr, là, peut-être même plus. Alors... Surtout s'il connaît des bonnes séries. Même s'il n'y a pas de bonnes séries, je pense que ça va être le cas quand même. Et si, par exemple,
il s'écrase encore en série, l'équipe et Marner. Puis là, on est rendu au mois de mai. Ça devient extrêmement tentant de... Tu sais, pourquoi tu t'entendrais à long terme avec ton équipe là alors que vous n'êtes pas parvenu à une entente avant ça, puis là, tu es à 1 mois et demi à peu près de ton autonomie complète. Ça devient quand même... Tu sais, ça doit être tentant pour un gars de dire... faites-moi vos offres. Ouais, mais selon notre collègue Chris Johnston... c'est pas qu'ils se sont pas entendus, c'est qu'ils ont carrément pas négocié. Ils n'ont pas voulu. Le clan Marner n'a pas voulu négocier. Le clan Marner n'a pas voulu négocier. Fait que, à ce moment-là, tu dis, on va jouer la saison, on se reparlera après. Ouais. Fait que après ça, si tu dis au plein milieu de la saison, ils n'arrivent pas à s'entendre, non, il n'y a pas d'impasse. De faire un botté de dégagement jusqu'à la fin de la saison. C'est risqué, mais à partir du moment où tu n'arrives pas à une entente l'été précédent, c'est pour ça qu'il est toujours question de signer des joueurs autonomes en devenir avant le début de la saison, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui, eux autres, ne veulent rien savoir durant la saison de négocier comme ça. Ils trouvent ça distrayant. Mm-hmm. Puis il y a beaucoup d'états-majors qui veulent pas non plus que ça s'invite dans les conversations. Tu sais, si tu peux régler ça, règle ça, puis on n'en parle pas. Ce qui fait que le rapport de force est entièrement du côté du clan Marner en ce moment. Là. Ouais. OK. C'est juste que, il me semble, à sa place, moi, c'est toujours de sa faute. Je suis d'accord. Arrête de te plaindre. Je m'en irais. Ça a été difficile pour Marner à Toronto, effectivement. Il a pris je comprends pas plus que sa part de blâme. Je pense qu'il y a une partie qui était méritée. Ouais, moi aussi. Une autre qui était probablement gratuite. Puis on dit de lui aussi que c'est pas un gars, comme je faisais référence à Peterson tantôt, qui a peut-être pas la couenne si dure que ça. C'est peut-être son cas aussi. Là, on disait de Marner qu'il avait de la difficulté à déconnecter complètement, à faire abstraction de ce que les gens disent sur lui, de lui, sa famille aussi, les gens de son entourage, tout ça. C'est sûr que ça peut devenir lourd sur quelqu'un avec le temps. Puis c'est clair que ça doit pas être le fun pareil non plus que ton directeur général vienne te voir et te dire « Hey, c'est pas fait, mais mettons, là. On jase, là. Accepterais-tu d'aller jouer en Carabin? » C'est ça. C'est moi. Donc, tu sais, c'est pas l'idéal. Voilà. Bon, alors, c'est le cadeau qui n'arrête pas de donner. Mitch Marner et les Maple Leafs de Toronto. Saviez-vous qu'il y a une politique en matière d'usage de substances dans la LNH? Ben oui. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler. 7 ans, ouais. Le dernier, c'était Nate Schmidt en 2018. Un coéquipier d'Aaron Ekblad. Ouais. Ah oui? Cette j'avais année. pas vu. Ben oui, c'est vrai. C'est ça. Mais à l'époque, Schmidt était avec les Golden Knights de Vegas. OK. Donc, Aaron Ekblad, suspendu 20 matchs. Je dis ça parce que, c'est ça, on voit pas ça souvent. Hein? Ça fait longtemps que c'est pas arrivé. Faut-il... c'est peut-être un sujet philosophique qu'on pourra revisiter éventuellement, parce que là, il commence à se faire tard, mais c'est étonnant. Ben, pas c'est étonnant, mais on s'entend là, que c'est pas l'Agence mondiale antidopage là, qui gère ces problèmes-là, ou enfin ces situations-là. Même elle a ses failles. Oui, je sais bien, là, mais je veux dire, ça reste l'entreprise privée, puis on imagine que... Il me semble que je lisais que c'est ça, c'est des tests très aléatoires qui sont pas tant intrusifs. Il faut un peu comme être très négligent pour se faire prendre. Il était d'ailleurs très surpris. C'est ça. Probablement parce qu'il s'est dit, c'est parce que ça fait 10 ans que je fais ça, puis il n'y a jamais personne qui m'a... Non, mais on rit, mais il y a peut-être une part de... Pas faire de diffamation, mais... Non, mais c'est sûr que c'est des tests qui sont, comment je peux dire, c'est un peu... Les mailles du filet sont quand même assez gros, comme la serpillière de Thérèse dans Le Père Noël est une ordure. Yes. Perlipopette. Excellente référence. Merci. Mais dans le cas, Ekblad a expliqué ça en disant que lui, il avait pris un produit qui allait l'aider à récupérer de ses blessures. Ouais. Et que c'est dans ce contexte-là qu'il a été piégé. Donc, on ne sait pas exactement de quelle substance il s'agit. Mais ça place les Panthers dans une drôle de position, parce que là, c'est 20 matchs. Et il reste 18 matchs à la saison régulière des Panthers, ce qui fait que les 2 premières rencontres de séries éliminatoires, les Panthers vont les jouer sans leur défenseur numéro 1. Mm-hmm. Leur défenseur le plus utilisé, celui qui a le plus de points également. Ekblad est sur le point de devenir joueur autonome sans compensation. Puis, tu sais, c'est un très bon défenseur droitier, mais là, les Panthers sont allés chercher Seth Jones, qui est également un bon défenseur droitier.
Et d'aucuns voient cette acquisition-là comme étant... Un plan B. Oui, exactement. On se prépare déjà à l'après Ekblad. Parce que Ekblad, il est bon puis il va être en demande sur le marché, mais c'est surtout un gars qui a souvent été blessé puis qui est, pour son âge, qui a un... Il y a du millage. Son corps est plus vieux que ne l'indique son baptistère. D'ailleurs, il avait l'air d'avoir 45 ans à 18, donc c'est sûr que ça peut avoir un lien. Seth Jones qui... C'est comme Lanny McDonald, qui est né à l'âge de 47 ans. Qui est né avec une moustache. C'est ça. C'est Benjamin Button. Mais... c'est comme Seth Jones qui vient remplacer Ekblad, c'est un peu comme Carrier qui vient remplacer Savard. C'est la même chose, mais dans une autre catégorie. Enfin, des affaires qu'on peut comprendre. Enfin. Il faut toujours ramener Merci, ça. Comment Canadien voit. Alors, la politique de la Ligue nationale, pour ceux qui ne le savent pas, c'est première infraction au code antidopage, c'est 20 matchs de suspension. Deuxième, c'est 60. Troisième, vous êtes banni. Oh là, pardon. Une politique qui a des dents. Quand on vous attrape. C'est ça. Il s'agit de vous attraper. Ça fait 3 fois que tu te fais prendre pour de la dope. C'était toi qui es plus dedans. C'est ça, si tu voulais. Hey, je sais peut-être pas c'est pertinent ou enfin, mais j'ai pas pu faire autrement que me demander si les Panthers se doutaient pas de quelque chose rétroactivement à l'acquisition de Seth Jones. Dieu, t'es conspi aujourd'hui. Il y a des bonnes blagues à faire, mais elles sont dangereuses. Alors, je serai sage et je vais passer mon tour. Ben... Non, je pense pas. Je pense que fondamentalement, ils sont là pour gagner une Coupe Stanley. Puis, ils ont du renfort en défense. Ils en ont trouvé. Il y avait un lien entre Bill Zito et Seth Jones. Ils l'ont pris. Puis, c'est ça. Ils prévoient leurs arrières après. Ils se sont blindés en vue des séries éliminatoires. Non, j'ai pas d'arrière-pensée à ce niveau-là. Moi non plus, mais les docteurs des équipes trouvent des substances dans le corps des athlètes à l'occasion. Ça arrive, qui sont pas nécessairement complètement interdites, mais il y avait eu une enquête là-dessus de The Athletic, encore une fois, qui disait qu'à une certaine époque, il y avait beaucoup de consommation de cocaïne, que la marijuana était très populaire aussi. Peut-être alors, les docteurs le savent, ils font des tests, peut-être qu'on trouve autre chose aussi, mais qui ne sont pas nécessairement... qui seraient des substances bannies par l'AMA, mais pas par la LNH, par exemple. Alors, ils ont un niveau de connaissance de leurs joueurs et de ce qu'ils font ou ne font pas, de ce qu'ils prennent ou ne prennent pas. Ça, c'est certain. De là à dire qu'ils savaient exactement qu'est-ce qu'ils avaient pris de pas correct. Moi, je pense pas, je n'irai pas là, mais c'est sûr que les équipes elles-mêmes, là, dans les dossiers médicaux, il y en a qui doivent être assez étoffés. Là. C'est ça qui est ça. C'est assez. C'est assez. Autre chose? Cela suffit. Cela est juste. Marc-Antoine Godin. Oui. Tu es... est-ce qu'on... Non, Martin sera... Ouais, Martin. Oui, Martin. On en a même pas parlé. On lui a donné un petit break. On en a même pas parlé. Martin, Martin. fait toujours partie... Martin travaille fort, puis... C'est ça. Qui se repose un peu. Et, Martin profitait d'une journée de congé. Il sera là vendredi avec Marc-Antoine. Mm-hmm. OK. Non, mais je le demande pas. Là, je fais mon horaire. Oui. Toi, t'es toujours. Je fais mon horaire. Je fais mon horaire. Attendez un peu, là. On est quelle date? Attendez un peu. Alors, Marc-Antoine, merci infiniment. Ça fait plaisir, les boys. On se retrouve vendredi. C'est cela. Exact. C'était agréable. C'est le fun. On fera ça, Alexandre. Oui, on fera ça. Je pense qu'on en refait un mois de mars, dans quelque part. Mois d'avril. On est au mois de mars. Un autre au mois de mars. Non, on n'en fait pas un la dernière semaine de mars? Non, tellement OK. Venez pour les analyses et restez pour... Faudrait qu'on fasse nos horaires. Parce que les horaires en direct. Attends un peu, là. On est quelle date? On va en refaire. Prenez ça en note, on va en refaire. Il y en aura d'autres. Alexandre Gascon, tu es notre journaliste affecté aux affaires du hockey. Merci, mon vieux. C'était plaisant, messieurs. C'était bien le fun. Puis là, c'est ça. Vendredi, on retrouve la formule normale. Jacques-Alexis Bernardin est le réalisateur, l'homme de l'ombre, l'homme de la régie, le grand Manitou. Merci beaucoup, Jacques-Alexis. Je m'appelle Alexandre Coupal. Passez une bonne semaine. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.